Dans de nombreux domaines, on peut être amené à vouloir comparer différents groupes, mais comment procéder? Les tests statistiques comparent deux hypothèses nommées H0 et H1. H0 suppose souvent une égalité, alors que H1, souvent, est une hypothèse d'inégalité. Afin de comparer ces hypothèses, on calcule une statistique de test qui dépend du test en question. Cela permet de calculer à valeur P la probabilité de rejeter H0 à tort. Si cette probabilité est suffisamment faible, le résultat du test est significatif. Dans un premier temps, nous allons voir les tests statistiques utilisés pour la comparaison de deux moyennes. Il existe en effet deux types de tests, les tests paramétriques et non paramétriques. Les premières que nous allons aborder sont les tests paramétriques, qui ont l'avantage d'être plus puissants que les tests non paramétriques, c'est-à-dire qui permettent d'obtenir des valeurs de p-value plus précises que les tests non paramétriques. Mais en contrepartie, ces tests impliquent de valider certaines conditions. Avoir une distribution normale pour chaque groupe. Si la normalité n'est pas respectée, on peut transformer les données, solution qui peut nous permettre de continuer le test. L'homogénéité des variances est également une condition nécessaire à la plupart des tests paramétriques, condition qui n'est pas nécessaire pour des données appariées. Si la variance n'est pas homogène, on peut effectuer une correction de Welch qui permet d'effectuer une comparaison de deux moyennes si les variances sont inégales. Enfin, l'indépendance des observations est également une condition importante. Si on regarde le test de Student en détail, on a la formule suivante qui correspond à la différence entre la moyenne des deux groupes sur la racine carrée de S carré, qui correspond à la variance groupée des deux groupes, fois la racine carrée sur la somme de la taille des deux groupes. Une remarque intéressante est que plus le degré de liberté augmente, plus on observe que la loi de Student tend vers une loi normale. On obtient ainsi le code suivant que nous avons implémenté sur R. Pour expliquer le test de Wilcoxon, voici trois cas où l'écart entre deux distributions est croissant. Pour chaque cas, on a échantillonné 15 valeurs par groupe. On s'aperçoit que plus l'écart entre les distributions est grand, moins les échantillonnages s'entrecoupent. Il s'agit alors d'ordonner ces valeurs, on leur attribue un rang en conséquence. Cette méthode a deux avantages. Elle est robuste vis-à-vis des valeurs aberrantes et aussi, elle n'a pas des tailles d'échantillons minimum. Quand on a de grands échantillons, le théorème central limite s'applique. On peut donc se permettre une approximation par la loi normale. À partir de la somme des rangs de x et de y, on peut alors calculer la statistique de test z. À partir de là, on calcule la valeur p. Donc si les échantillons sont petits, on va calculer la statistique U de Mann-Whitney. Par exemple, U de x correspond au nombre de fois qu'un x précède un y. Je vous épargne la démonstration, mais on peut calculer la probabilité que des x précèdent des y u fois. Et à partir de là, on peut calculer la valeur p. Dans R, on utilise la fonction Wilcox test, qui comprend plusieurs options intéressantes détaillées ici. Ensuite, nous pouvons nous retrouver dans le cas où il y a plusieurs groupes à comparer. Dans ce cas-là, on va effectuer une ANOVA, analyse de variance, qui permet de comparer la variance intergroupe, qui correspond à l'écart des moyennes des groupes à la moyenne totale, à la variance intragroupe correspondant à la somme des fluctuations dans chaque groupe. Comme pour la majorité des tests paramétriques, il faut vérifier la normalité et l'homogénéité des variances, avec les hypothèses nulles et inverses, où au moins une des moyennes est différente des autres. Si on rejette l'hypothèse nulle, H0, il est intéressant de faire un test post-hoc pour observer l'influence de chaque groupe sur les autres. Selon la structure des données, on n'utilise pas les mêmes variantes que l'ANOVA. Ainsi, on peut faire une ANOVA à un facteur, dans le cas où on a plusieurs groupes, dont on retrouve le code ici. Une ANOVA factorielle à deux critères de classification, dans le cas où on cherche à connaître l'influence de deux facteurs sur une variable. Dans ce cas-là, on a trois hypothèses nulles. Le facteur A n'a pas d'influence sur la variable, le facteur B n'a pas d'influence sur la variable, ou encore, ni le facteur A ni le facteur B n'a d'influence sur la variable. On retrouve également le code sur cette diapositive. Enfin, on peut faire une ANOVA hiérarchique quand les deux facteurs sont emboîtés, c'est-à-dire que l'un est subordonné à l'autre. Cela arrive fréquemment dans des plans d'expérience dans lesquels on réalise des répétitions des expériences sous différentes conditions. Dans ce cas-là, on retrouve deux hypothèses nulles à tester.
Le premier étant le cas où il n'y a pas de différence entre les moyennes des variables des sous-facteurs pour chaque type de facteur A, et la seconde hypothèse où il n'y a pas de différence entre les moyennes des variables des sous-facteurs soumis à des facteurs A différents. Sur R, on se retrouve donc avec deux lignes de code pour tester chacune des hypothèses. Seuil de significativité, alpha, est le plus souvent égal à 5%, c'est-à-dire qu'on a 5% de chance de rejeter H0, alors que H0 est vrai. Quand le nombre de tests augmente, on est quasiment assuré que certains tests seront positifs à tort. C'est pourquoi on corrige les valeurs P plus ou moins sévèrement selon le nombre de tests. Une méthode consiste à limiter le nombre de tests en écartant les variables qui ont une faible variance intergroupe. Voici deux méthodes de correction des valeurs P. La méthode la plus stricte est la méthode de Bonferroni. Une alternative est celle de Beniamini-Hochberg. Les deux ont en commun qu'elles définissent un nouveau seuil de significativité plus petit que 5%. Un test très significatif ne veut pas toujours dire deux échantillons très différents. Regardons ici quelques représentations pour visualiser des résultats de tests. D'une part les boxplots, qui sont très courants, et d'autre part les volcanoplots, qui sont une alternative intéressante. Ils montrent les valeurs P en fonction du fold change, lequel correspond généralement au ratio des moyennes. Ici, les valeurs significatives, avec un fold change inférieur à 1, sont en bleu, et celles avec un fold change supérieur à 1 sont en rouge. Nous vous remercions pour votre attention et espérons avoir pu éclaircir certains points.